Alors, bonjour à toutes et toutes. Je suis Emmanuelle Barra, je suis la directrice de la communication de la Haute Autorité de Santé et je suis surtout ici, là, aujourd'hui, pour animer cette conférence en ligne qui est conçue pour les établissements de santé qui auront leur visite de certification à partir de janvier 2024, mais aussi pour les établissements de santé qui ont déjà une visite de certification et qui continuent dans une démarche continue d'amélioration de la qualité, de s'intéresser par exemple aux évolutions du référentiel. Nous vous remercions évidemment d'avoir répondu présent et je démarre tout de suite par, comme il est d'usage, quelques petits conseils techniques et organisationnels pour que cette conférence en ligne se passe bien. Donc, si vous avez des difficultés à nous voir, si vous avez des difficultés à nous entendre, pensez à fermer toutes les pages internet qui sont ouvertes, autres que celle évidemment avec laquelle vous suivez cette conférence. Pensez aussi à débrancher tout autre appareil qui serait connecté à votre réseau internet. Si ça marche toujours pas, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Pendant toute cette conférence, vous allez pouvoir poser vos questions via le chat. Vous allez voir en haut à droite de votre écran une petite bulle avec des points d'interrogation. Si vous cliquez là, vous allez donc pouvoir poser vos questions et nos équipes se chargent de les regrouper par thème et donc on y répondra au moment du temps prévu à cet effet. Avant de poser une question sur le chat, nous vous remercions par avance de bien vouloir vous identifier avec votre nom, votre fonction et le nom de votre établissement ou l'organisme au titre duquel vous participez à cette conférence en ligne. En fin de conférence, notre équipe mettra à votre disposition sur le fil du chat un petit questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer d'une fois sur l'autre. Et donc, on vous remercie par avance de prendre les 2-3 minutes nécessaires à nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de nos échanges. Et puis, avant que vous ne posiez la question, mais certains se la reposeront, oui, ce webinaire, cette conférence en ligne est enregistrée et donc on mettra à votre disposition un replay dans les jours qui suivent. De la même manière, on mettra à votre disposition les supports de présentation. Alors, comment ça va se passer? Jusqu'à tout à l'heure, on est ensemble jusqu'à 14h30, et donc je vous donne une petite vue du programme. On a d'abord la chance d'avoir avec nous le nouveau président de la Haute Autorité de Santé, le professeur Lionel Collet, qui va donc introduire cette conférence et vous donner sa vision stratégique des enjeux sous-jacents à la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Avec nous également Catherine Gindre, qui est membre du collège de la HAS et qui est la présidente de la commission de certification des établissements de santé. Ensuite, ce sera le tour autour de Loïc Kéribin de s'exprimer. Il est adjoint à la chef de service et il nous dira lui où on en est, puisque cette nouvelle démarche de certification, les premières visites, si je ne me trompe pas, ont démarré en mars 2021. Nous sommes en septembre 2023 et donc il commence à y avoir pas mal d'enseignements sur le déploiement de cette démarche. Intéressant et important également de donner la parole à des professionnels des établissements de santé. Ce sera le quatrième temps de cette conférence en ligne. Donc, on a des invités et des intervenants extérieurs. Puis, ce sera Anne Chevrier, qui est la chef du service certification des établissements de santé, de nous parler plus particulièrement de l'ajustement du référentiel à compter de janvier 2024, puisque nous sommes dans une logique d'ajustement annuel du référentiel en fonction de l'évolution des enjeux qualité, en fonction des retours d'expérience des établissements, des experts visiteurs. On passera aux questions-réponses et puis Catherine Gindre conclura aux alentours de 14h30 cette conférence en ligne. Et donc, sans plus attendre et sans autre transition, je me tourne vers le président de la Haute Autorité de Santé, qui est de mon côté, et je le laisse du coup introduire cette conférence en ligne. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord vous remercier de participer à ce webinaire. Je voudrais remercier également les personnes qui l'ont organisé, bien évidemment la direction de la communication, vous-même, madame, pour avoir organisé et permis qu'il y ait ce webinaire ici même. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, si on regarde quelle est sa mission, parce que souvent on oublie la mission de la HAS. La HAS, elle a été créée comme autorité publique indépendante, spécialiste et experte de la qualité en santé. Initialement, c'était à des fins de régulation du système de santé. Mais ça a conduit quand même progressivement la HAS à être à la fois dans le domaine de l'évaluation de la qualité des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, la qualité des pratiques, notamment les recommandations de bonnes pratiques, mais aussi la qualité des établissements, qu'ils soient établissements de santé, mais aussi les établissements sociaux et médico-sociaux. Et là, pour les établissements de santé, nous entrons dans notre champ, qui est le champ de la certification.
Une spécificité, si nous regardons cette évolution depuis 20 ans, la loi de 2004 ayant créé la HAS a d'abord été là pour l'aide à la décision des pouvoirs publics, mais très vite, elle devient aussi une aide à la décision des professionnels, et ce sera le cas dans la certification, indiscutablement que vous puissiez avoir par les retours de la certification toutes les informations pour l'amélioration de la qualité de l'établissement. C'est également l'aide à la décision des professionnels de santé au travers des recommandations notamment qu'on a évoquées, mais c'est aussi l'aide à la décision de tous les usagers du système de santé, en premier lieu des patients, et nous sommes très attachés ici à la place des patients et à leur engagement dans l'ensemble de nos procédures, car ils vont être conduits aussi à participer, à aider à des décisions à partir des éléments que nous allons leur communiquer. Donc nous arrivons ici spécifiquement sur la question de la certification de ces établissements de santé, certification qui repose avec Madame Anne Chevrier dans le domaine de la certification, mais en lien bien évidemment avec d'autres secteurs, d'autres services, en lien avec les recommandations de bonne pratique, en lien avec l'accréditation ou en lien avec l'élaboration des indicateurs. Et aujourd'hui, tout ce travail de certification, qui date déjà de plusieurs années, conduit à un référentiel qui est amélioré, qui est complété régulièrement. Ce sera l'objet de votre webinaire, et notamment aujourd'hui par les questions d'ordre numérique, mais pas exclusivement. Si nous examinons l'enjeu, nous sommes bien conscients, et ça je crois qu'il faut que vous l'entendiez, nous sommes bien conscients des difficultés que rencontrent aujourd'hui les établissements de santé, que ce soit des difficultés liées notamment la difficulté d'attractivité, la difficulté dans le domaine des ressources humaines. Nous savons également ce que représente la qualité de vie au travail. Nous en sommes pleinement conscients. Et c'est la raison pour laquelle la HAS ne s'est jamais positionnée dans une logique d'inspection. Elle n'est pas dans une logique de sanction. Elle est dans une logique de mesurer pour mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments pour vous aider, comme je disais, à la décision afin d'améliorer la qualité. Nous nous engageons donc totalement dans une démarche de qualité avec vous. Et sachez que nous sommes aussi dans un circuit international où le travail de certification tel qu'il est réalisé ici est aussi réalisé dans d'autres pays, mais nous faisons partie des structures modèles dans lesquelles, disons, nous exportons ou nous aidons à la mise en place de procédures similaires dans d'autres pays. Alors pour ne pas être trop long, je voudrais juste terminer sur un point. J'insiste, comme je dis, nous ne sommes pas là pour de l'inspection. C'est-à-dire que la HAS, elle est là pour aider à améliorer l'ensemble de notre système de santé par la qualité. Ce qui signifie que les équipes de la HAS sont aussi à la disposition des établissements de santé pour vous aider dans cette amélioration en marge de cette certification et au-delà pour la préparation de la certification suivante. Encore merci de rester avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je donne maintenant la parole à Catherine Gindre, qui est donc la présidente de la commission de certification des établissements de santé, pour nous donner les grandes questions cette année. Merci Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir converser avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence ou de vous retrouver pour ceux d'entre vous qui sont fidèles à nos échanges depuis effectivement maintenant un certain temps, puisque comme l'a rappelé Emmanuel, c'est depuis mars 2021, nous sommes en septembre 2023, donc nous avons avec vous franchi un certain nombre d'étapes. Nous en sommes à la 1000e décision de certification. Donc, nous avons l'occasion de faire un petit retour en arrière pour vous dire un peu ce qui s'est passé et comment, quels enseignements nous en tirons, et puis se projeter sur la suite en 2024 et la suite au-delà pour éventuellement 2025 et l'actualisation de ce nouveau référentiel. Mais je voudrais revenir sur 2-3 points dont certains font écho à ce que vient de dire le président Lionel Collet. Alors tout d'abord revenir sur 2023, parce que ça a été une année importante, notamment parce que la Haute Autorité de Santé s'est prêtée à une procédure qui est compliquée, ambitieuse et parfois qui donne des résultats difficiles, mais que nous avons passé très très favorablement et qui est celle de l'ISQOA, c'est-à-dire celle de l'organisme finalement certificateur, accréditeur au niveau international qui lui-même certifie et accrédite les établissements, les structures qui certifient et accréditent dans tous les pays du monde. Et donc cet organisme a procédé à l'accréditation de la Haute Autorité de Santé
pour ce qui est de l'organisme français, donc en 2023. Et à cette occasion, effectivement, sur les 3 versants que regroupe cette accréditation, les résultats ont été extrêmement bons. C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé est accréditée sur les 3 versants que sont la qualité du référentiel, l'organisation du dispositif de déploiement et la formation des experts visiteurs. Et tout ça nous fait dire que nous avions une conviction qui était celle de porter avec vous une ambition d'amélioration de la qualité avec un outil qui avait été fortement remanié et qui était donc cette nouvelle certification qui a été engagée en 2021. Et nous avons aujourd'hui la certitude qu'effectivement le dispositif lui-même, que ce soit au niveau du référentiel ou que ce soit dans la manière dont on organise son déploiement ou que ce soit dans la formation des experts visiteurs, est aujourd'hui un dispositif qui est largement validé à l'international. Et ceci est très important parce que ça nous permet, et en écho à ce que vient de dire le président, effectivement d'être un membre actif de l'ISCOA et d'avoir une opportunité de promouvoir à la fois le dispositif de certification à la française dans des pays francophones, mais aussi de proposer notre méthode d'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, d'accompagner et de conseiller des établissements de santé étrangers qui le souhaitent. Et donc, la Haute Autorité de Santé exporte son expérience en matière de certification pour la qualité des soins. Et d'ores et déjà, nous avons des coopérations qui sont actées avec des établissements de santé de Wallonie. On est en phase d'échange avec les établissements de santé de Bruxelles, de Monaco, du Luxembourg, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française. Vous voyez qu'il y a un effet d'entraînement dans cette démarche et que cet aspect de rayonnement est aussi une confortation de notre dynamique et de la qualité du dispositif qui est mis en place. Alors, en écho avec ce que disait le président, je voudrais revenir sur un certain nombre de points concernant la certification à proprement dit. Oui, effectivement, on vous l'a déjà beaucoup dit et on continue à vous le dire. Bien sûr, la Haute Autorité de Santé est là en appui, en accompagnement, en soutien des établissements dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité. C'est un objectif que nous portons tous, c'est l'ADN des soignants, c'est un levier, une opportunité de motivation pour les équipes, quel que soit le schéma dans lequel on se trouve. Nous savons très bien, et nous y prenons garde, nous savons très bien que la situation des établissements, et pas seulement pendant la crise Covid, est une situation qui est parfois, voire souvent critique. Donc tous ces éléments, nous essayons de les prendre en compte pour vous accompagner et accompagner à la fois la démarche dans le cadre du dispositif de certification, mais également plus généralement dans la préparation et la suite des décisions de certification. Je crois qu'il est important effectivement que dans ce contexte-là, vous utilisiez l'opportunité qu'on a donnée et qui marche très bien pour les établissements qui l'ont utilisée et qui est celle de la lettre de contexte, c'est-à-dire que nous avons proposé aux établissements qui le souhaitaient de nous transmettre avant les visites des éléments de contexte sous la forme qui leur convient, avec les éléments qui leur paraissent les plus significatifs, pour effectivement nous donner un maximum d'éléments d'information concernant le contexte dans lequel va se dérouler la visite de certification et qui permet à la fois que ce soit l'environnement, l'activité de l'établissement, les évolutions récentes de ses missions ou de son organisation, des éléments qui impactent la qualité des soins, en tout cas analysés en interne par la gouvernance de l'établissement, l'évolution de l'absentéisme, le taux de postes vacants, le nombre de lits fermés, les activités qui sont partiellement ou totalement en rénovation, en restructuration ou fermées totalement, etc. Tout ce qui permet effectivement d'avoir une idée, d'appréhender au mieux le contexte dans lequel évolue l'établissement et dans lequel il met en œuvre un certain nombre de mesures. Et tous ces éléments, effectivement, sont à la fois des éléments qui facilitent la compréhension qu'ont les experts visiteurs au moment de la visite de la situation de l'établissement, facilite aussi les contacts et les relations avec les équipes,
facilite aussi les interactions que nous avons avec les ARS, que ce soit en amont ou en aval des visites, et nous permet aussi d'être à vos côtés, de vous soutenir et de porter aussi pour vous un certain nombre de messages. Voilà ce que je voulais dire dans cette partie introductive, et je vous repasse, Emmanuel, la parole. Merci beaucoup, Catherine. Et je vais maintenant passer la parole à Loïc Quéribin, qui est donc adjoint auprès de Anne Chevrier, et qui va vous présenter un bilan des résultats de certification depuis que cette démarche se déploie en mars 2021. Merci beaucoup. Effectivement, quelques résultats après, Catherine et Emmanuel le disaient, plus de 1000 décisions de certification pour cette itération débutée au printemps 2021. Donc c'est aujourd'hui près de la moitié, grosso modo, des établissements qui ont d'ores et déjà été visités au titre de cette nouvelle procédure et qui aboutissent à des décisions selon cette répartition. Donc le plus gros des deux camemberts sont les résultats à date, avec, vous le voyez, près des 2/3 des établissements qui atteignent l'attendu de la HAS, ce qu'on appelle la certification avec la qualité des soins confirmée. Un petit quart des établissements obtiennent la mention puisqu'ils vont au-delà des exigences de la HAS sur les critères avancés que vous connaissez. Et puis on est autour de 15% d'établissements qui ne sont pas encore certifiés. Alors certains d'entre eux sont certifiés sous condition de s'améliorer, on y reviendra, et d'autres sont d'ores et déjà, eux, non certifiés, puisque la commission a estimé qu'il fallait un temps suffisamment long pour pouvoir retravailler à l'ensemble de la démarche qualité de l'établissement et que ça nécessitait un peu plus de temps. Et quand on fait le comparatif par rapport au plus petit des deux camemberts, eh bien, on voit la différence par rapport à 2022 avec des résultats qui sont globalement stables pour les 4 niveaux de certification. La part des établissements certifiés sous condition évolue nécessairement puisque une partie des établissements certifiés sous condition rejoignent naturellement les établissements certifiés. On y reviendra. Quand on regarde maintenant un peu dans le détail des chapitres pour chacun des établissements, et c'est une slide qu'on vous avait déjà présentée l'année dernière, on voit bien cette différence entre le résultat moyen obtenu par les établissements certifiés avec mention. Vous voyez, les établissements certifiés avec mention ont 98% de moyenne, donc très proche de l'attendu de 100% sur le chapitre 1, et plus on s'éloigne dans des niveaux de décision péjoratifs, et bien plus on retrouve un écart avec l'attendu qui reste 100%, le résultat le plus négatif étant pour le chapitre 3 des établissements non certifiés, puisque là on est à plus de 30 points de l'attendu qui reste 100%. Alors, on vous a rajouté ces chiffres sur les fiches anomalies pour vous montrer que la fiche anomalie était évidemment un sujet important que les experts visiteurs investiguaient pendant les visites, mais que l'existence d'une fiche anomalie ne voulait pas forcément dire immédiatement qu'on allait se retrouver non certifié ou même certifié sous condition. Avec ces résultats, vous voyez, il y a 42%, c'est-à-dire près d'un établissement certifié sur 2 qui a au moins une fiche anomalie. Le maximum d'établissements certifiés, c'est 35 fiches anomalies, comme quoi ça existe. Alors, il faut regarder les résultats dans le détail, puisque en réalité, c'est 35 fiches anomalies, mais qui portent sur un nombre très restreint de critères. Donc, on a un problème ciblé, mais qui a été vu dans plein de services, notamment en l'espèce, il s'agit de la culture de l'analyse des résultats, des indicateurs qualité, sécurité des soins. Et là, plus on va dans des niveaux de certification péjoratifs, plus on a des chiffres qui sont en cohérence. 95% des établissements non certifiés, eux, ont des fiches anomalies. Alors, sur les résultats suivants, on fait le détail par objectif sous forme de radar. Vous le voyez, la courbe vert foncé, ce sont les établissements certifiés avec mention, et la forme de ce radar épouse les contours du radar général, et même logique, c'est-à-dire plus on se rapproche du cœur de la cible, et bien plus on retrouve des résultats péjoratifs. Pour les établissements qu'ils soient certifiés sous condition ou non certifiés, eh bien on voit qu'il y a 2 thèmes qui marquent particulièrement et qui fonctionnent en cohérence, c'est-à-dire comment l'institution porte une démarche de développement de la qualité, c'est les pointes qu'on voit en haut, et évidemment en miroir, une fois que ça n'est pas porté à l'échelle ou insuffisamment porté à l'échelle institutionnelle, eh bien on voit sur le terrain la déclinaison avec des équipes qui ne s'en saisissent pas. Pour le coup, c'est la pointe qu'on voit en bas. Sur les résultats par critères impératifs, là aussi, même logique de forme de radar. La courbe verte sont les établissements certifiés avec mention qui, là encore, épousent la forme
du radar général. Et pour les établissements non certifiés, on retrouve des thèmes qui sont en cohérence avec ce qu'on disait sur l'amélioration des pratiques sur la base des déclarations d'événements indésirables graves, mais aussi sur la maîtrise des médicaments à risque, qui aujourd'hui encore, et ça depuis plusieurs itérations, marquent encore des résultats qui sont peu satisfaisants dans un certain nombre d'établissements sur la structuration globale du circuit du médicament. Sur les résultats, cette fois-ci par répartition nationale. Alors, on n'a pas oublié les dom-tom, c'est juste qu'on n'a pas suffisamment de résultats pour le moment pour que ça soit parlant sur un camembert, mais le programme des visites permettra de donner quelques résultats sans doute l'an prochain sur des visites en Guyane ou à La Réunion. Et sur les diagrammes de métropole, on voit, et ça, il faut que, évidemment, on se lancera là-dedans dans l'année, d'essayer d'expliquer pourquoi on voit des résultats qui sont assez positifs, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à l'inverse, des résultats avec une part d'établissements certifiés sous conditions et non certifiés plus importante en Pays de la Loire. Alors, à l'échelle des critères maintenant, je n'ai pas tous vous les redétailler. Quand on regarde les critères, on globalement deux pôles de critères qui sont ceux qui présentent les moins bons résultats, ceux qui traduisent la capacité des équipes à développer une culture d'analyse des résultats, que ce soit sur la satisfaction exprimée par les patients, sur l'activité et notamment dans les secteurs de soins critiques, mais également sur le suivi et l'exploitation d'indicateurs de résultats cliniques. Ça, c'est le premier pôle, culture du résultat. Et le deuxième, c'est l'implication des représentants des usagers dans l'ensemble des démarches de l'établissement, comment on les fait connaître aux patients, comment ils vont au-delà des patients, au-devant des patients, pardon, et comment ils s'impliquent dans le fonctionnement de l'institution pour améliorer l'ensemble de la démarche. Alors, vous le savez, et c'est la différence avec le webinaire de l'année dernière, c'est que nous avons commencé en 2023 les visites de certification des établissements qui ont été certifiés sous condition, que ce soit en 2021 et 2022, et donc qui repassent une deuxième visite dans un délai qui est dans la procédure prévue entre 6 et 12 mois et qui, en pratique, est le plus souvent à 12 mois. Donc, à l'issue de cette deuxième visite, considérant qu'on ne peut pas être certifié sous condition de s'améliorer 2 fois de suite, eh bien, soit on est certifié avec ou sans mention, soit on est non certifié. Cette deuxième visite, elle porte sur l'ensemble du référentiel applicable à la date de la visite. Donc, les établissements qui seront visités pour une deuxième visite en 2024 se verront appliquer le référentiel 2024 qu'on vous présentera tout à l'heure. Et ces visites, elles sont réalisées avec une nouvelle équipe d'experts visiteurs qui n'est pas celle qui a fait la première visite. Donc, on a quelques résultats aussi. On vous a mis les valeurs, considérant que les pourcentages n'avaient pas beaucoup de sens sur un échantillon qui était trop faible. Et quand on regarde les résultats de ces établissements certifiés sous conditions qui sont donc revisités, eh bien, on voit que la majorité d'entre eux sont certifiés sans mention, qu'une part l'est avec mention, mais que 5 ça doit faire 22 établissements, si je ne suis pas trop mauvais en maths, sont eux non certifiés, ce qui représente une part plus importante que dans les itérations précédentes, puisque dans les itérations précédentes, la majorité, très grande majorité des établissements qui étaient revisités, eh bien, basculaient dans le champ de la certification, et que là, on voit que l'exigence, et en tout cas objectif d'atteindre les attendus du référentiel dans le cadre de cette deuxième visite, eh bien, n'ont pas été atteints pour 5 établissements. C'est des résultats évidemment à consolider et la poursuite de l'année 2023 et 2024 nous permettront, on devrait avoir des choses plus stabilisées et plus concrètes l'an prochain, mais enfin, malgré tout, ça donne quand même une tendance qui est assez intéressante pour l'ensemble des établissements qui sont concernés ou pas d'ailleurs. Un point aussi sur les recours gracieux, puisque vous le savez, comme toutes les décisions administratives, les décisions de certification peuvent être contestées par un recours gracieux et donc avec la ressollicitation du collège pour pouvoir éventuellement réviser la décision prise en première instance. Il y a 8% des établissements aujourd'hui qui contestent la décision prise par la HS. Ça représente 75 recours gracieux. Et quand on analyse ces recours gracieux, la très grande majorité sont refusés. Il y a eu 6 acceptations avec un changement. Les 6, en l'espèce, sont des établissements
en première instance certifiés, qui ont ensuite été certifiés avec mention. Alors, comment est-ce qu'on fait la distinction et sur la base de quoi on accepte ou on refuse? Eh bien, on accepte s'il y a une erreur matérielle de la HAS, ça peut arriver, ou si, en première instance, la commission de certification avait surinterprété les résultats. Et là, enfin, les résultats, les attendus du référentiel, on revient aux attendus dans l'hypothèse où il y aurait, je reviens à la précédente, je n'ai pas tout à fait fini, merci. En revanche, pour le coup, les recours sont refusés dès lors que l'établissement fait valoir des actions réalisées après la visite ou en visite, mais qui n'ont pu être considérées appropriées par les professionnels. En gros, c'est la procédure qu'on diffuse pendant la visite en disant bah, « attends, on a une procédure, oui, c'est très bien, mais enfin, du coup, l'idéal, c'est quand même qu'elle soit connue par tout le monde et appliquée. » Et ça, évidemment, c'est pas 3-4 jours de visite qui me le permet, le collège ayant plutôt l'habitude de refuser cet argumentaire. Évidemment, refus d'argumentaire dès lors que l'établissement atteste d'un plan d'action qui a été mis en place après la visite ou des engagements pris sur le plus long terme. Ça n'empêche pas de l'écrire dans le rapport, parce que les engagements, c'est important et ça fixe aussi une boussole. Mais évidemment, on ne remet pas en cause la décision prise en première intention sur cette base. Un petit point sur les démarches communes, et c'est sans doute le sens de l'intervention qui va peut-être suivre, petit problème de connexion, mais on voulait faire un point avec vous sur les démarches communes entre entités juridiques différentes, c'est-à-dire en gros comment deux établissements qui sont deux entités juridiques différentes s'engagent ensemble pour une démarche de certification unique. Quel intérêt pour l'établissement d'abord de faire valoir une logique de parcours sur un territoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'entre établissements, dans une logique de gradation des soins et d'adressage de patients, eh bien, on peut évaluer l'existence de parcours inter-établissement, un patient qui fait la phase aiguë de sa prise en charge dans l'établissement A et qui va suivre la rééducation, la prise en charge de la maladie chronique dans un établissement B. Et donc, ces passages et ces filières, ces parcours de soins entre établissements peuvent être évalués dans le cadre d'une démarche commune entre entités juridiques. L'autre intérêt, c'est évidemment la simplification de la procédure, puisque ce qui va se passer pour les établissements qui s'engagent dans une dynamique et dans une démarche de certification commune, c'est qu'il n'y a qu'une visite. Donc, l'ensemble de la visite se déroule sur la même semaine et donc les experts visiteurs, comme sur un établissement qui aurait plusieurs sites, eh bien, vont aller visiter l'ensemble des sites qui composent la démarche commune et les différentes entités juridiques qui la composent. Donc, évidemment, allègement, simplification de la démarche et sens pour les professionnels, parce qu'en réalité, c'est le moyen de faire travailler des équipes ensemble qui travaillent sur un même bassin de population et qui, sans doute, peuvent bénéficier des expériences positives, du retour d'expérience et du travail des autres équipes pour pouvoir exploiter et utiliser le meilleur de ce qui est fait des deux côtés, bénéficier des retours d'expérience et des événements indésirables des uns pour faire bénéficier les autres, éviter que ça arrive, en gros, d'avoir une vision institutionnelle de ces établissements qui s'y engagent. C'est parce qu'on nous demande qu'on va vous dire oui. Évidemment, il faut que tout ça ait un sens pour l'usager, que l'usager dans son territoire, c'est son hôpital, c'est pas tous les hôpitaux du département. Donc, faut qu'on garde l'idée de la lisibilité et de sens pour les usagers. Je parlais d'un bassin de population en commun, et puis il faut quand même qu'il y ait des projets, notamment un projet médical commun, c'est-à-dire qu'on ait des professionnels, notamment médicaux, mais aussi paramédicaux, qui s'engagent dans la construction d'un projet territorial de parcours, de structuration de parcours, d'adressage et de gradation des soins. Et donc, entre l'intérêt que vous y avez et effectivement ces critères qui existent chez nous pour vous accepter, enfin pour accepter l'organisation d'une démarche commune, on doit pouvoir le faire. Je crois qu'aujourd'hui, et je crois que c'est ce qu'on voit dans les résultats de la slide suivante, c'est qu'on a déjà 85 démarches de certification qui se font sous forme de démarches communes entre deux entités juridiques et jusqu'à 9 entités juridiques d'établissements, donc 9 établissements qui vivent indépendamment les uns des autres sur le plan juridique, mais qui décident de s'engager en commun dans la démarche de certification. C'est aussi bien du public que du privé. L'intérêt principal, en tout cas celui qui nous est remonté, c'est surtout pour les petites structures de moins de 50 lits pour la partie sanitaire, puisqu'évidemment, des petites structures avec une partie sanitaire et une partie médico-sociale,
maintenant sont considérés et pour la partie sanitaire et pour la partie médico-sociale avec des évaluations différentes, et qu'évidemment ça peut avoir un intérêt notamment sur la simplification et l'allègement de la charge liée à la visite de certification. Et vous avez pour ces 25 démarches qui ont déjà, donc ces 85 démarches qui se sont engagées, 29 ont d'ores et déjà été visitées, et vous voyez qu'il y a des résultats de certification qui sont globalement cohérents avec les résultats nationaux. Donc la marche n'est pas forcément plus l'attendue, et l'exigence n'est pas forcément plus haute. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à contacter le chef de projet et l'assistante gestionnaire qui sont en charge de vos démarches de certification, qui travailleront avec vous, qui échangeront avec vous pour voir éventuellement plus de détails sur cette intervention qui est nécessairement synthétique, et de voir si c'est envisageable et si les critères que j'évoquais à l'instant sont réunis. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Alors, on devait normalement, dans le droit, merci beaucoup donc pour ce panorama, qui montre qu'on est sur une démarche qui se déploie bien. Dans la droite ligne de ce sujet des démarches communes, nous avions prévu, en tout cas, des intervenants, des professionnels des CH de Saint-Lô et Coutances qui ont fait le choix de s'inscrire dans une démarche commune, doivent normalement nous rejoindre et puis partager leur expérience avec nous, avec vous. Pour le moment, ils ont quelques petits problèmes de connexion, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on verra si on arrive à les entendre avant la fin de notre séminaire, là, de notre conférence d'ici 14h30. Mais du coup, dans l'immédiat, je voudrais partager une autre expérience qui est d'un tout autre genre. On va moins parler là directement certification, puisque donc, je me tourne vers deux professionnels du CH de Versailles, le docteur Pierre Rénal, qui est gynécologue obstétricien et qui est également médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, donc au CH de Versailles, et puis Angélique de Bernard, qui est avec nous également et qui, elle, est la directrice de la qualité des services aux patients et des parcours. Alors, ce qui nous intéresse au CH de Versailles, ce n'est pas forcément votre expérience de la certification, même si on aurait pu en parler, parce que je pense que vous avez de quoi être fier, puisque si j'ai bien compris, vous avez été certifié haute qualité des soins, c'était au début de l'année 2022. Mais si vous avez venir, c'est surtout parce qu'il vous est arrivé quand même quelque chose que je pense tout établissement de santé redoute à la fin 2022, c'est que vous avez été victime d'une cyberattaque. Et donc, comme cette gestion du risque numérique et ses liens avec la qualité des soins font partie des risques qui sont dans l'environnement de n'importe quel établissement de santé, il nous a paru intéressant de vous entendre sur cette expérience. Du coup, j'ai une première question. Ce qu'on se demande tous, c'est comment est-ce que le CH de Versailles a vécu cet événement, quels ont été les retentissements sur la prise en charge des patients dans votre établissement, et puis également quels ont été les impacts sur les professionnels. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux, peut-être les deux, veut répondre à cette première question. Oui. En fait, une cyberattaque dans un établissement de santé, c'est quelque chose qui est extrêmement violent. C'est véritablement un séisme. Concernant les professionnels, après une sidération initiale, ce qu'on a noté, c'est très rapidement une solidarité, rapidement une intelligence collective, une créativité qui a permis de créer de nouveaux outils pour pouvoir assurer la continuité des soins. Ça a représenté une charge de travail extrêmement importante pour les soignants. Les soignants ont été épaulés évidemment par l'encadrement, la gouvernance faisait des points quotidiens, avec un mot d'ordre constant, la sécurité avant tout. Vraiment, le cœur de la réflexion, c'était attention aux patients. Nous sommes dans un système qui est défaillant, attention, safety first. Et on a pu, pour les patients, identifier 4 thématiques qui étaient particulièrement à risque. En premier lieu, l'identité-vigilance, également le labo, avec les résultats biologiques que nous avions du mal à obtenir, également l'imagerie médicale, et puis, évidemment, la pharmacie avec les médicaments. Alors, qu'est-ce que... pardon, je vais peut-être sur cette première question, compléter. Je vais ajouter un mot sur les professionnels plus largement, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des soignants, mais il faut imaginer que les services supports sont aussi très impactés. Imaginez une cyberattaque qui tombe donc au mois de décembre, plus de paye, plus d'approvisionnement, plus de commandes, plus de possibilités de codage. Donc, il a fallu là aussi se montrer très réactif.
demander à la trésorerie de faire une avance pour que les professionnels soient payés, reconstruire des outils, travailler avec d'autres établissements comme par exemple le centre hospitalier de plaisir pour qu'ils passent les commandes à notre place et qu'on n'ait pas de rupture d'approvisionnement de médicaments. Et enfin, aussi trouver des solutions pour essayer de pouvoir un jour rattraper le codage pour que l'impact financier soit le moins fort possible. Donc, et pour vous donner une idée, un hôpital comme Versailles, c'est près de 2500 ordinateurs. Donc, c'est pour montrer la place de l'informatique dans nos établissements aujourd'hui. Donc, 2500 ordinateurs qui, du jour au lendemain, ont été retirés du circuit et qu'il a fallu nettoyer. Et donc, travailler avec les papiers et crayons pendant plusieurs mois. C'est effectivement plus d'ordinateurs, plus de logiciels. En fait, une cyberattaque, c'est vécu par les patients, c'est vécu par les soignants en 3 temps. Il y a le premier temps extrêmement violent de l'attaque, de la période de crise qui va durer quelques jours. Et puis ensuite, on va être dans un temps intermédiaire avec la mise en place de nouveaux outils qui permettent d'assurer la continuité des soins. Et puis une période dans laquelle nous sommes actuellement, qui est une période sur le long cours, qui va durer plusieurs mois. Et là, on est dans la reconstruction du système informatique, avec son cortège de vagues successives, eh bien, d'éléments qui sont très optimistes, puisque nous voyons réapparaître certains logiciels, et puis malheureusement également parfois des formes de déception, parce que c'est très compliqué de recréer un système informatique. D'ailleurs, c'est l'occasion de tirer notre chapeau aux services informatiques qui ont fait un travail absolument colossal. Enfin, vous imaginez, ils ont été sur le front, nous avons été attaqués le 3 décembre 2022 à 21h et depuis, ils sont sur le pont en permanence. Donc, je pense que c'est important de vraiment reconnaître le gros travail, les efforts qu'ils font. Force est de constater que nous ne sommes toujours pas sortis de cette situation. Je pense je ne sais pas si on mesure complètement ce que on touche un petit peu du doigt ce que vous avez vécu, on a du mal à le mesurer complètement. La question qui vient ensuite, c'est du coup, du point de vue de la qualité des soins pour les patients, qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer la continuité de ces soins? Et surtout, est-ce que vous avez identifié des mesures, des actions que vous auriez dû mettre ou pu mettre peut-être en place en amont, et autrement dit encore, est-ce que cet événement a changé votre approche de la gestion de la qualité du point de vue de ce risque numérique? Alors, tous les services ont développé des dossiers papier. Tous les services ont développé des ordonnances papier, tous les services ont développé des demandes d'examen papier. Enfin voilà, vous avez compris, on est passé au papier crayon pendant très longtemps. Un secteur qui a été particulièrement impacté, ça a été les consultations. Quand vous êtes en consultation et que vous n'avez plus d'informatique, vous voyez le patient arriver devant vous et bonjour madame, bonjour monsieur, vous venez pourquoi? Vous n'avez pas le dossier, vous ne savez pas quelle est la pathologie, quels sont les antécédents, quels sont les traitements. Voilà. Et donc il a fallu qu'on se coordonne avec les archives pour faire ressortir les dossiers papier de manière à pouvoir avoir accès à certaines données. Et puis, on a eu une opportunité, c'est celle de la direction commune. Comme l'a dit Angélique, nous sommes en direction commune avec d'autres établissements de santé. Et il se trouve que peu de temps avant la cyberattaque, nous avions initié un dossier informatique commun. Et donc, nous avons pu, par le biais de ce dossier informatique commun, aller piocher des données patients, non pas dans notre hôpital parce que nous n'avons plus rien, mais dans les autres hôpitaux. Donc ça a été quelque chose qui était extrêmement bénéfique. On voit que la direction commune, comme le GHT, ça rend vraiment service dans les situations de cyberattaque. Qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? Le pilotage de cette crise et la gestion de cette crise, donc avec des cellules quotidiennes qui réunissaient donc la gouvernance médicale et la direction. Puis petit à petit, ça s'est transformé en des cellules pluri-hebdomadaires. Et évidemment, il y a eu un comité de pilotage de reconstruction du système d'information qui a dû être mis en place également parce qu'il a fallu décider par ordre de priorité comment on voulait reconstruire, qu'est-ce qui était prioritaire. Évidemment, les services transversaux au départ, remonter les appareils de biologie, la pharmacie, la prescription, pour éviter justement tous les événements indésirables graves liés à des problèmes de circuit du médicament. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'avait peut-être pas assez insisté sur la formation
en amont, parce que finalement, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir une cyberattaque dans les hôpitaux, mais plutôt quand, parce que tous les hôpitaux vont être cyberattaqués. Et donc, en amont de cette cyberattaque, on avait déjà fait des exercices, hein, un exercice de gestion de crise, donc avec un exercice cyberattaque. Ça nous avait permis de commencer à dessiner des axes d'amélioration avec un plan de continuité informatique, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu le temps de former tous les professionnels parce qu'il y a toujours des choses plus urgentes dans un hôpital. Et on s'est rendu compte, et c'est ça aussi qu'on voulait faire passer aujourd'hui comme message, c'est que vraiment, c'est une priorité parce que ça peut vraiment mettre un hôpital à terre. Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans notre approche? C'est qu'aujourd'hui, on a un système d'information qui est toujours en reconstruction, mais qui est hyper sécurisé et que ça a changé notre approche parce que les professionnels, maintenant, l'informatique, les multiples codes, les multiples reconnexions pour accéder au dossier, c'était très pénible. Et maintenant, c'est un peu plus accepté parce qu'on s'est rendu compte à quel point, quand on n'a plus l'informatique, tout devient très, très compliqué. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai une dernière question. Et donc là, je vais faire le lien avec le dispositif de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Chaque année, les équipes de la Haute Autorité de Santé font évoluer, ajustent le référentiel. Est-ce que vous avez pu travailler avec la Haute Autorité de Santé sur ce sujet pour les nourrir sur l'ajustement du référentiel pour une meilleure gestion, pour avoir pour objectif de gérer mieux ce risque numérique? Tout à fait. Pour ma part, j'ai été sollicité par le groupe de travail sur la cybersécurité pour le référentiel de la certification des établissements de santé. Et le retour d'expérience du centre hospitalier de Versailles a été très écouté. Comme l'a dit Angélique, ce qui a été proposé, c'est certes de la sensibilisation pour les professionnels de santé, mais surtout de la formation. C'est-à-dire qu'il faut que les professionnels connaissent les bonnes pratiques lorsqu'il y a une cyberattaque. Et puis une cyberattaque, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est-à-dire que quand vous disposez déjà de votre dossier papier, quand vous disposez déjà de vos ordonnances, quand vous disposez déjà de vos réseaux de communication, parce que ça aussi c'est très important. Je vous rappelle que quand vous n'avez plus de PC, vous n'avez plus d'Internet. Et donc, il va falloir communiquer. Et combien de mails recevez-vous, recevons-nous par jour? Des dizaines. Et bien là, plus rien, terminé, nada. Donc, il faut anticiper ces réseaux de communication, c'est extrêmement important. Et à partir de là, on est bien mieux armé pour faire face à cette cyberattaque. J'ajouterais que même si c'est une épreuve, et ça a été une épreuve terrible quand même pour le centre hospitalier de Versailles, l'important aujourd'hui, et ce qu'on voulait partager aussi avec vous, c'est que c'est une opportunité, l'air de rien. Il est vrai que nous, on avait un énorme travail à faire sur notre système d'information. Bon, du coup, on l'a fait à marche forcée, hein, puisqu'on a tout reconstruit du sol au plafond. Mais ça a été l'occasion aussi de revoir plusieurs procédures, de retravailler sur notre gestion des documents, de comment on conserve, qui, quoi, où, et d'accélérer le déploiement de notre dossier patient informatisé, par exemple. Donc, voilà, il y a quand même eu des points positifs. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aussi. Eh bien, vraiment merci beaucoup pour ce témoignage qui est très riche. Surtout, n'hésitez pas, je m'adresse là à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous voulez poser des questions à nos intervenants, ils pourront vous répondre tout à l'heure sur cette expérience dont on comprend qu'elle est d'une violence inouïe et que, comme toujours, dans les grandes crises, on en tire derrière quelque chose. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information. Est-ce que les établissements, est-ce que les CH de Coutances et de Saint-Lô pouvaient être avec nous à distance et qu'ils n'ont pu se connecter? Bon, alors on me dit qu'apparemment non. Je les cite quand même parce que vous avez fait vraiment le plaisir de répondre à notre demande. On devait recevoir le docteur Jean-Michel Petiot, qui est chirurgien viscéral et digestif, mais qui est également président de CME des CH de Saint-Lô et de Coutances. On devait entendre Laure Salle, qui est directrice des affaires médicales, générales, juridiques et de la qualité. Et puis, on devait entendre également de ces mêmes CH, Élise Baillet, qui est, elle, coordinatrice qualité et gestion des risques. Bon, malheureusement, c'est impossible. Eh bien, on trouvera d'autres occasions et d'autres moyens d'échanger sur ce sujet particulier de la démarche commune de certification. Et en conséquence, je vais me tourner cette fois vers Anne Chevrier, qui est donc la chef du service certification des établissements de santé, et qui va vous parler des ajustements pour 2024 du référentiel de certification des établissements de santé.
Merci Emmanuel. Je profite de cette prise de parole pour vous dire bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à nous avoir rejoints. Donc, pour faire effectivement le passage sur cette expérience de Versailles, mais malheureusement, bon nombre d'établissements l'ont vécu dans cette année écoulée. Eh bien, on va faire effectivement un axe fort sur ces évolutions. Alors, préalablement, comment avons-nous procédé? Un petit peu comme les années précédentes, puisque ce n'est pas la première fois que nous faisons un ajustement. Nous avons travaillé en groupe au mois de janvier. Nous avons concerté les parties prenantes après sur des propositions, parties prenantes que sont notamment les fédérations et les associations de représentants des usagers. Ces propositions, en fonction des retours, donc, ont été ajustées et au final ont été présentées au collège pour valider donc, ces ajustements. La diffusion de ce référentiel, donc, qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2024, va être en ligne ou est déjà en ligne, il le sera avant ce soir. Donc, vous pourrez télécharger le référentiel version 2024 dès ce soir, avec, donc j'insiste, vous pourrez le consulter dès à présent, mais ce n'est une application qu'à partir du 1er janvier 2024. Pour toutes les visites, donc ça inclut bien sûr les premières visites, mais également après décision de certification sous condition. Vous savez que nous refaisons, vous l'a présenté, une deuxième visite. Donc pour celle-ci également, ça s'appliquera pour peu que ces visites soient programmées à compter du 1er janvier 2024. Alors, pas de gros bouleversement, c'est toujours ce qu'on a voulu. Il se trouve que dans cette version-là, nous n'avons pas touché au nombre de critères. Le nombre de critères est identique, que ce soit pour les critères avancés, standards ou impératifs, ce qui est souvent l'inquiétude de certains. Nous avons procédé, parce que ça a toujours été notre esprit, de pouvoir nous nourrir des retours d'expérience qui nous remontent de vos établissements, mais également des experts visiteurs qui nous remontent pas mal de choses. Nous profitons aussi au niveau de la HAS de groupes d'experts qui peuvent nous alimenter. Donc, on profite de tout ça pour proposer alors quelques fusions de critères qui sont redondants, surtout des évolutions de terminologie, des simplifications, on a toujours cette idée en tête. Nous profitons aussi lorsqu'il y a des nouvelles recommandations ou des nouvelles réglementations qui paraissent dans l'année passée, pour, dans les éléments de référence de chacun des critères, pouvoir les mettre à jour et pouvoir les actualiser. Nous avons parfois permuté certaines méthodes, notamment, je y reviendrai tout à l'heure, trouvant que certaines méthodes sont plus adaptées. Nous avons pu échanger, par exemple, sur des patients traceurs. On arrivait sur des configurations particulières à ne pas pouvoir être en capacité de systématiquement faire. Donc, on aborde ces choses-là lors du parcours, puisque vous savez que dans un parcours, on consulte donc entre 3, voire au mieux 5 dossiers, et puis même on peut étendre. Donc voilà, c'est pour alimenter effectivement ce qui est fait pour des catégories un petit peu particulières et pour être plus pertinent. Alors les sujets marquants de cette QV, si je peux dire, 2024. Vous verrez, il y a une évolution sur l'exigence sur les critères liés à la checklist, j'y reviendrai, un renforcement sur la thématique numérique en santé, j'y passerai pas mal de temps, quelques changements de méthode, l'extension de la notion de consigne de suivi à la sortie et le renforcement du critère sur les risques environnementaux. Alors, changement de niveau d'exigence du critère, nous avions 2 critères qui concernaient la checklist en secteur interventionnel. Jusqu'en 2023, le critère impératif était qu'au bloc opératoire, la checklist soit faite. Et quelques-uns pourront peut-être s'en étonner, pourtant nous sommes dans des visites annoncées, mais c'est le reflet des pratiques. Nous en trouvons
pas énormément, mais nous en retrouvons encore quelques-unes, où pendant les visites, on s'aperçoit que la checklist n'est pas rentrée encore dans les habitudes professionnelles. Donc, néanmoins, la grande majorité, fort heureusement, l'a introduite. Nous avions un autre critère, est-ce que les équipes du secteur interventionnel améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la checklist? Parce que très clairement, c'est bien de faire la checklist, vous tentez. Ce qui est mieux dans une dynamique d'amélioration de la qualité, c'est d'exploiter les écarts qui ont pu être constatés, que ce ne soit pas qu'une checklist pour une to-do list, ce qui est déjà beaucoup, mais autant l'exploiter pour savoir si effectivement, systématiquement, il y a des sujets qui ne peuvent pas être contrôlés, pas être bien vérifiés pour pouvoir améliorer ces pratiques. Donc, le premier critère qui était impératif jusqu'à présent devient standard. La commission continuera bien évidemment à regarder à 2 fois sur ce critère, et de toute façon, si ce critère n'est pas rempli, par définition, l'exploitation, si la checklist n'existe pas, l'exploitation ne peut pas être possible. Donc voilà. Et donc, on a monté un petit peu les exigences sur ce critère, et donc celui qui était standard devient impératif. Alors, en ce qui concerne la thématique numérique, c'est véritablement, s'il y a un sujet sur lequel les ajustements portent, c'est sur ce sujet-là. C'est ce retour, Versailles vous l'a très bien remonté. Par ailleurs, donc c'était vraiment un enjeu de sécurité informatique, ça a été très bien présenté par les intervenants de l'hôpital de Versailles. Nous avons été également contactés parce que c'est aussi une prise de conscience, vous le savez, extrêmement forte en termes de politique publique et notamment par la direction numérique en santé, de porter. Il y a beaucoup de plans et des moyens d'ailleurs conséquents qui sont mis en œuvre pour au travers du Ségur du numérique en santé, au travers des feuilles de route de numérique en santé 2024-2027, et programme CARE, des programmes importants qui sont mis en œuvre. Et donc, nous avons été approchés par eux en disant, tout ce genre de choses, c'est vrai que la certification, comme dans beaucoup d'autres sujets, est tout de même un levier, et qu'ils avaient le souci que eh bien, tous ces programmes-là puissent être déployés et entendus par l'ensemble des établissements, et que l'on regarde si sur le terrain, effectivement, il y avait tous ces programmes qui pouvaient se déployer. Et puis en troisième, et ce qui n'est pas la moindre des choses, parce que sur le numérique, ça change largement les pratiques, eh bien, nous avons introduit, vous le verrez, quelques critères et des éléments pour mieux intégrer le numérique dans la qualité des pratiques. Est-ce que effectivement les professionnels, est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est une contrainte? L'objectif est que ce soit bien sûr une aide pour les professionnels, pour qu'ils puissent au mieux travailler, prendre en charge leurs patients. Donc clairement, ce renforcement, c'est un levier pour développer les usages du numérique au bénéfice de la continuité et la sécurité des soins. Ça va être un audit de résultats qui va être centré sur les professionnels, c'est-à-dire qu'il y aura une rencontre avec les équipes informatiques pour connaître un petit peu et voir certains éléments, mais aussi et surtout l'écoute et des entretiens avec les professionnels de terrain. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? Parce qu'on a eu quelques craintes, bien sûr, à la fois en interne et dans le groupe de travail qui nous sont montés. L'objectif est nullement de faire un audit technique ou une inspection qui évalue la sécurité des systèmes d'information. Il y a des structures qui existent pour ça et des organisations qui existent pour ça. Mais vous allez le voir, c'est juste comment on prend en considération tous ces audits. Donc voilà, la décision globale, c'est de renforcer les critères numériques dans la certification. Catherine vous l'exposait tout à l'heure, on est aussi à l'écoute de ce qui se fait au niveau international. C'est vrai que c'est un sujet qui est mondial, malheureusement. À la fois, c'est une bonne chose parce que ça aide, et quand ça ne marche pas, effectivement, c'est très compliqué. Alors, l'objectif des critères numériques, c'est à la fois gérer les risques numériques. Est-ce que dans un établissement, et ça a été exposé, est-ce que effectivement l'établissement a identifié
ces risques numériques? Est-ce qu'il a formalisé des exercices de mise en œuvre pour la continuité d'activité et des procédures en mode dégradé? Est-ce qu'il a bien anticipé tout ça? Est-ce que les intervenants vous le disaient, c'est vrai que repasser à l'ordonnance papier, eh bien, c'est bien, mais faut-il que l'ordonnance soit disponible et qu'au moins on ne soit pas dans des pages vierges? Le plan d'action suite aux audits réguliers, il est prévu qu'il y ait des audits techniques qui soient faits au niveau des systèmes d'information, mais là aussi, qu'est-ce que l'établissement en fait? Est-ce que par rapport aux écarts ou aux difficultés qui ont été soulignées lors de ces audits systèmes, aux audits techniques, aux audits numériques, eh bien, comment l'établissement s'en empare? En parallèle, c'est aussi, et ça c'est important pour nous, la promotion des bons usages d'utilisation des outils numériques et des données patients. Alors, il existe des systèmes, alors c'est vrai quand on n'a plus du tout Internet, ça pose problème, mais néanmoins, pour plein de choses, est-ce que et ça peut faire partie des solutions de mieux sécuriser les systèmes, ça a été évoqué, et puis d'utiliser quelque chose qui est en train de largement être déployé, et il y aura une campagne portée par le ministère de la Santé dans ce cadre-là, de développer mon espace santé, parce que c'est un moyen, le docteur Reynal vous le disait tout à l'heure en consultation, d'avoir un patient et de ne pas connaître du tout quels sont les examens qu'il a pu avoir, quels sont les derniers comptes rendus, quelle est la même pathologie. Bon, il y a maintenant des moyens au niveau national qui sont en train d'être déployés sur le territoire, et c'est vrai que il est important qu'on puisse s'en emparer. Et puis dans l'identification du patient, Angélique vous en parlait également, ça aussi c'est quand même quelque chose, et on sait à quel point il peut y avoir des événements indésirables graves importants en cas d'erreur sur l'identification du patient. Il y a l'identité nationale sécurisée qui existe, là aussi il est important de prendre nos mouvements. Alors, les 7 critères numériques dans la certification. Alors, une partie sur la gestion des risques. Il y aura un critère, je vais vous le présenter tout à l'heure, sur la maîtrise par l'établissement du risque de sécurité numérique. Il y en a un sur la sécurisation de l'identification des professionnels dans le système d'information. Et puis, la promotion des bons usages, comme vous le voyez, l'usage du système d'information pour l'accès au dossier du patient, la sécurisation des usages des communications informatiques et d'information médicale, l'accès du patient à son dossier, l'information du patient et le respect des bonnes pratiques d'identification du patient. Donc, on va assez rapidement, ça a été dit au début, mais vous pourrez, il y aura un replay et ce support pourra être communiqué. Et je profite, puisque là, il y a quand même un bon nombre de critères, pour vous dire que comme l'an dernier, vous n'aurez pas à faire la chasse aux 7 erreurs. Nous avons dans cette nouvelle version une partie avec un index qui liste les modifications avec l'ancien libellé version 2023 et les nouveaux libellés 2024. Slide suivante, voilà. Alors en ce qui concerne l'information du patient sur le dossier médical de mon espace santé, ça c'est un nouveau critère pour l'utilisation, pour vérifier que le patient a bien reçu une information claire et adaptée sur les modalités de sa prise en charge, et avec tous ces éléments que vous pouvez lire là, sur l'information, il est important, et ça fait partie effectivement des différentes missions de tous les professionnels de santé de ville, mais aussi en établissement, d'informer le patient sur ses droits et sur cette possibilité qui existe maintenant au travers de mon espace santé, qui peut être utile. Alors, en dehors de cas terribles de crise, tout bonnement, c'est vrai que on sort de la période estivale, des patients qui partent en vacances et qui ont des soucis, ça va être quand même plutôt intéressant, parce qu'ils ne partent pas en vacances forcément avec copie de leur dossier, ou pour des raisons de prise en charge en urgence. C'est vrai que ce sera quand même quelque chose de bien pratique
et de bien utile, d'abord pour lui, mais pour les professionnels pour ça. Donc, pour ça, on insiste sur son information. Et puis, ça lie beaucoup de questions sur la RGPD, etc. Donc, il y a forcément, dans ce genre de choses, un niveau d'information plus élevé à donner. Est-ce que l'établissement est organisé aussi pour permettre aux patients d'accéder à son dossier? Donc ça, c'était un critère qui existait déjà, mais on l'a renforcé. Vous voyez en jaune des éléments supplémentaires, des éléments d'évaluation supplémentaires qui ont été rajoutés. Ensuite, en ce qui concerne le suivant, le respect des bonnes pratiques d'identification du patient. Donc là aussi, c'était un critère qui existait, mais on a renforcé sur est-ce que donc l'expérience d'établissement, notamment de Versailles, est-ce que en termes de formation et d'information des professionnels, est-ce que les équipes savent contacter les référents de la cellule d'identitovigilance en cas de doute ou de l'unicité d'un dossier patient? En ce qui concerne aussi la qualification de l'identité, on a un petit peu renforcé donc sur ce sujet-là. En ce qui concerne l'usage du système d'information qui permet aux professionnels un accès au dossier patient, ça, à notre niveau, on a beaucoup insisté, puisque dans notre groupe de travail, nous avions des interlocuteurs techniques, mais de façon portée, c'est les deux éléments qui ont été rajoutés en vert notamment, pour insister. C'est vrai que les systèmes d'information sont utiles, mais ils sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus nombreux, et pour accompagner cela, ça c'est le sens de la technique et du développement, il nous semblait important aussi de ne pas oublier que ce développement ne peut se faire que s'il y a une maîtrise et sur un accompagnement pour que l'ergonomie du système d'information permette aux professionnels un accès simultané à l'ensemble des dossiers patients. C'est vrai qu'avec l'évolution, avec la multiplicité des systèmes d'information, il arrive de temps en temps que dans certaines unités, on voit une multiplicité de systèmes d'information et de besoins de connexion pour avoir une vue d'ensemble sur le dossier du patient. Et donc là aussi, il faut garder un peu un esprit très terre-à-terre et pratique. Et on a souhaité souligner ce besoin. Quelque part, on sait que les professionnels nous expriment ce besoin-là, les professionnels de terrain, et plus il sera exprimé, plus peut-être on pourra faire levier, puisque le besoin créera, la demande créera l'offre, et que peut-être que les développeurs et toutes les sociétés qui proposent des systèmes d'information comprendront cet écho-là et ce besoin-là pour développer en conséquence. Et est-ce que, et ça aussi c'est une problématique, est-ce que les professionnels, alors que ce soit des professionnels permanents ou des intérimaires, est-ce que les équipes globalement sont bien accompagnées dans la prise en main des nouveaux outils? On voit tous dans nos établissements parfois de l'agacement ou de la perte de temps par rapport à des difficultés d'utilisation de ces nouveaux outils. Donc voilà, des éléments supplémentaires. En ce qui concerne la sécurisation des usages de communication informatique, donc là c'est le renforcement de la sécurisation des transmissions. On sait bien que la source de ces cyberattaques et de ces récupérations de données qui gênent les établissements pour la prise en charge, mais aussi certains qui récupèrent des bases de données de patients et dont on ne sait quel usage ils en feront, parfois commercial ou pas. Ça nécessite effectivement un renforcement de la sécurisation des transmissions. Parce que utiliser des vecteurs de transmission non sécurisés, on sait pertinemment que c'est la porte ouverte justement à ces attaques. Dans le même registre, donc, mais sur le chapitre 3, le renforcement de la sécurisation cyber. Donc là, c'est beaucoup d'éléments sur, vous voyez, sur les professionnels, les conduites à tenir, est-ce que l'établissement a développé, donc c'est globalement au-delà du plan blanc. On va demander effectivement qu'il y ait un volet numérique, mais on va demander effectivement à ce qu'il y ait
une vraie préparation par rapport à ce risque de cyberattaque. La sécurisation de l'identification des professionnels, là aussi, fait partie des sources potentielles d'attaque, c'est-à-dire que, et Angélique en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose, on le sait, qui est parfois un frein en développement quand on n'a pas été dans une situation comme Versailles, mais il est important parce que avoir des mots de passe génériques dans un service, dans une unité qui peuvent être utilisés par n'importe qui, ben là aussi c'est une source d'attaque, c'est une source d'identification, c'est une source de respect aussi de données professionnelles. Donc là, nous avons insisté sur de nouveaux éléments que vous voyez là, sur le renforcement de l'identification. Alors, voilà une grosse partie sur le numérique. Je vais aller plus vite sur le focus sur les autres ajustements. Alors, un critère sur l'extension des attendus liés aux consignes de suivi à la sortie. Pour le moment, c'est un critère donc, qui existe. Simplement, on insistait essentiellement sur les informations sur la prise en charge médicamenteuse. Là, on l'étend avec des informations un petit peu plus larges suite à la prise en charge à l'hôpital pour que effectivement les consignes de suivi à la sortie puissent être développées au-delà uniquement des informations sur la prise en charge médicamenteuse. Un autre critère qui existait déjà sur les risques environnementaux, à l'hôpital comme partout ailleurs, hein, c'est un véritable risque qui concerne tous les secteurs d'activité, mais aussi l'hôpital. Donc, nous avons renforcé ce critère. Sur la gestion des conflits, vous savez qu'il y a maintenant mis en place une organisation avec des médiateurs régionaux. Donc là aussi, ça fait partie des retours de l'évolution d'organisation au niveau national et statutaire qui fait qu'on a pris ça en considération. Je vous parlais au tout démarrage on a un petit peu changé quelques méthodes. Par permutation, donc nous avions les deux critères qui sont en bas, le critère d'abord dédié sur le transport et puis nous allons plutôt procéder à une évaluation avec la méthode du parcours. Ça nous permettra donc de rencontrer dans les différentes strates du parcours toute la problématique transport. On pourra aussi rencontrer dans le transport, on continue à rencontrer les équipes de transport, mais dans le cadre d'un parcours. En ce qui concerne les mesures restrictives de liberté en psychiatrie, là aussi, en fait, on s'apercevait dans la pratique que il était difficile d'interroger ces patients quand on les trouvait et parfois, dans certains secteurs, il était difficile, compte tenu de la situation plus ou moins aiguë, de traiter ce critère-là. Donc, il nous a semblé plus simple d'utiliser la méthode du parcours traceur sur ce critère. Donc voilà pour les ajustements, il y en a quelques-uns, mais sur l'ensemble des 131 critères, il n'y en a pas tant que ça, et ça nous semblait vraiment important. On aurait pu attendre une nouvelle itération, mais il était important d'être réactif sur l'aspect numérique parce que les choses vont très très vite. Alors pour vous aider par rapport à l'appropriation de continuer à s'approprier le référentiel et s'approprier notamment ces ajustements. Alors, ce que nous avons mis en place, alors sur deux fiches pratiques dédiées, entre guillemets, sur le risque numérique, donc l'évaluation de l'accès aux données de santé, le dossier patient et mon espace santé, comment de façon transversale, vous pouvez traiter ce sujet-là selon le référentiel de certification, bien sûr. Donc, une fiche pratique avec
comme d'habitude, les enjeux nationaux et puis un petit peu tout le déroulé avec les grandes thématiques et les éléments essentiels à connaître pour aborder ce sujet-là. Ainsi qu'une autre fiche pratique sur la gestion du risque numérique, là aussi dans le même principe. Alors, petite évolution, on va dire. Il nous a été demandé à la fin de rajouter sur certains éléments d'évaluation. Je rappelle qu'on doit avoir un référentiel commun à tout le monde, donc on a fait des éléments d'évaluation les plus génériques, mais c'est vrai que certains nous disaient, mais sur tel élément, comment je procède pour évaluer cet élément d'évaluation? Quelles questions je pose? Donc, ça n'est pas exhaustif parce que ce serait très compliqué d'anticiper toutes les situations possibles et nos experts visiteurs, ils sont là pour s'adapter et préparer la chose, mais nous avons proposé à la fin de ces fiches quelques questions à poser pour être en capacité d'évaluer les éléments liés à ces thématiques dans le cadre des évaluations, qu'elles soient externes, mais bien sûr internes, parce que ces éléments, ils sont faits pour vous, pour pouvoir vous guider et vous aider dans l'évaluation de votre niveau atteint sur ces thématiques-là. Alors, on a aussi diffusé, il y a quelques semaines, maintenant, mois maintenant, des affiches sur les critères impératifs. Ça nous a été demandé parce que finalement, ces critères impératifs qui sont absolument essentiels, puisque c'est, je rappelle, le non-respect de ces critères impératifs, c'était l'objectif et l'ambition que nous avons, c'est que dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, on puisse ne plus voir ces critères qui ne seraient pas remplis. Et pour ça, il fallait être plus proche des professionnels et du coup interroger et donner peut-être avec un système d'affiches que l'on vous propose, que vous pouvez télécharger avec des éléments qui peuvent parler aux professionnels pour ne pas reprendre le libellé assez structuré de la fiche critères, mais interroger et susciter l'interrogation à la fois des professionnels puis aussi des patients, puisqu'ils les verront. Et c'est un engagement que les professionnels peuvent avoir auprès d'eux, ces critères impératifs. Aujourd'hui, il y en a 6, on pense en faire d'autres après. On a prévu aussi, vous savez, au moment des transmissions ou dans certains temps de partage entre équipes, un petit livret de témoignages qui permet justement de faire comprendre un petit peu comme les flashs sécurité qui sont développés par d'autres secteurs sur des thématiques, de relater des cas particuliers qui ont été repris et qui permettent de mettre en exergue l'intérêt d'apporter une attention toute particulière à ces critères impératifs. Donc une lecture qui peut s'opérer en réunion de service, au moment des transmissions, ou au moment des échanges ou de séances d'amélioration de la qualité. Donc un petit livret de témoignages qui là aussi est disponible sur le site. Des choses aussi sur Calista, notre système d'information, qui ont aussi évolué sur donner un kit de communication lorsque les décisions sont faites. L'idée, encore une fois, comme on l'a fait depuis le début, c'est de vous donner des supports que vous pouvez vous approprier, que vous pouvez adapter, mais ne pas réinventer la roue dans chacun des établissements. Donc voilà, un petit kit sur comment peut-on communiquer sa décision avec quelles sont les bannières, donc elles ont été revues avec des graphismes, comment afficher les éléments, comment communiquer aussi en vidéo, en interne et en externe. Voilà des supports qui peuvent vous aider à porter votre décision. Vous les trouvez dans Calista, dans le portail avec la rubrique informations utiles et vous pourrez les télécharger. Nouveautés par rapport dans l'année qui se sont passées, ce sont les fameuses newsletters. C'est des messages d'actualité pour vous, les professionnels qui exercent en établissement de santé. L'idée, c'est de vous tenir au courant des dernières informations. La dernière, c'était pour vous informer de ce webinaire. On vous en a fait également, parce qu'on recherchait des experts, des éditeurs qui vont
être un petit peu plus spécialisé pour évaluer les critères numériques que je vous ai présentés tout à l'heure, mais aussi des informations sur des mises à disposition de support. Donc, on vous les envoie par mail dès lors que vous êtes soit administrateur au sein de votre établissement de Calista, soit vous êtes connecté et vous avez déclaré sur Calista, on vous les envoie et vous recevez cette lettre. Donc, c'est à peu près une fois par mois en fonction de l'actualité. On a déjà créé 8 numéros. Et bien sûr, si certains souhaitent d'autres informations, ont des sujets, n'hésitez pas à nous les faire remonter, on y répondra bien volontiers. Petite nouveauté aussi sur les fonctionnalités de Calista. Nous étions conscients au démarrage sur la mise en ligne de ce système qu'il y avait la partie qui est à votre main pour l'évaluation interne qui posait quelques soucis, notamment avec un calendrier d'ouverture et de fermeture qui était extrêmement contraint. Donc ça, c'est levé, cette problématique. Vous pouvez maintenant procéder à une évaluation interne comme le ferait en utilisant les mêmes méthodes qu'une évaluation externe. Et vous pouvez donc dès maintenant ouvrir ou fermer vos évaluations à votre gré et vous n'êtes pas contraint par ce genre de choses. Par contre, la chose est claire, c'est qu'on ne peut faire qu'une évaluation à la fois. Et les fonctionnalités, bien sûr, elles sont à la main de l'administrateur de votre établissement. Vous voyez à droite bien comment faire cela. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages. On vous accompagnera sur ce déploiement. Pour finir, un appel à candidature, nous recherchons, parce que pour que ça fonctionne bien, des experts visiteurs, donc des médecins avec des compétences en hospitalisation à domicile, en soins de suite et de médecine réadaptative, en santé mentale, des médecins spécialisés encore, même si on sait que c'est difficile à trouver, mais notamment en psychiatrie. Et puis là, on a lancé il n'y a pas très longtemps pour recruter des experts visiteurs compétents en système d'information. Donc voilà, on est toujours dans cette attente. Merci beaucoup, Anne. Le nouveau référentiel, enfin le futur, celui qui donc arrivera à effet en janvier 2024, n'a plus de secret pour vous. On entre dans la session des questions-réponses. Alors, je pense qu'on a eu pas mal de questions qui ont été posées. On ne peut pas répondre systématiquement à toutes. Il y a eu un travail de regroupement par thème. Et donc, je vais laisser Anne exposer les questions qui concernent à la fois la certification. Puis, je pense qu'il y a aussi des questions pour nos interlocuteurs du CH de Versailles. Voilà, c'est à vous. Alors, je vais en prendre un petit peu au fil de l'eau. J'ai une question sur le fait que vous êtes conscient effectivement des impératifs liés aux échanges sécurisés, mais quelle réponse apporter lorsque les médecins de ville ou externes n'utilisent pas eux-mêmes de messagerie sécurisée et quid des adresses génériques sécurisées? Alors, on peut faire une réponse à plusieurs. Je pense que il y a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui par rapport à ça. Il y a des solutions qui existent avec des outils qui peuvent être utilisés facilement par les médecins de ville. Je crois que c'est important d'arriver à leur faire connaître ce qui existe avec les outils sécurisés, ProConnect notamment, qui peuvent exister. Ce n'est pas payant pour les professionnels. Et je crois que aussi c'est un respect du patient quelque part, puisque on sait qu'il y a des attaquants, ça n'a pas été forcément le cas de Versailles, enfin qui récupèrent des informations pour pouvoir après les marchander, et donc ça échappe bien sûr aux patients. Donc ça c'est important, c'est la situation actuelle, c'est de la pédagogie et surtout sachez qu'il y a des systèmes qui existent au niveau national et qui ne sont pas payants. Donc arriver à les convaincre que vous risquez de
de perdre beaucoup. Et eux aussi peuvent être sur leur système. Là, on est en train de parler de la cyberattaque d'établissements parce que c'est des gros volumes, mais eux aussi peuvent être attaqués. Et ça peut poser aussi problème. On a commencé à voir des toutes petites structures cyberattaquées. Ah oui, je posais la question à Loïc. Nous avons eu un report de visite de la part de l'HAS. Cela fera presque 7 ans sans visite. Est-ce que c'est le cas de beaucoup d'établissements? Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, c'est le cas de certains établissements en tout cas, et cette limite des 7 ans qui a été, en principe c'est 4 ou 6 en fonction de vos résultats V2014, cette limite des 7 ans en réalité elle s'est étendue compte tenu de la crise de 2020-2021 et de la période pendant laquelle les visites de certification ont été suspendues. En tout état de cause, on ne va pas au-delà des 7 ans, c'est-à-dire que c'est la limite qui a été fixée évidemment par le collège et par la commission de certification. Donc cette limite de 7 ans, c'est vraiment la deadline au-delà de laquelle on n'ira pas pour tous les établissements. Vous donnez un chiffre précis ou même une proportion, je ne l'ai pas, mais il y a une part d'établissements quand même qui sont entre 6 ans et demi et 7 ans, et ce n'est pas du tout un cas particulier. J'ai quelques questions sur effectivement sur l'évaluation interne. Donc, quand pensez-vous faire la mise à jour des grilles d'audit sur Calista pour mener les évaluations internes? Début décembre. Début décembre dans Calista, et vous aurez d'ici la fin du mois de septembre, comme on l'a fait chaque année, l'outil d'appropriation du référentiel qui est donc sur le site internet, mais on recommuniquera sans doute dessus, qui devrait être mis en ligne. C'est-à-dire vous allez sur le site internet de la HAS et à l'instar de ce que vous pouvez faire dans Calista, vous téléchargez les grilles au format Excel et elles seront au format du référentiel 2024, donc fin septembre sur le site HAS et début décembre sur Calista. Et en ce qui concerne l'extraction, quand on fait une évaluation interne, oui, ce sera au format Excel. Oui, il est prévu que ça soit fait. Je crois que c'est déjà fait. Je le vérifierai, mais ça devrait être le cas très rapide. Alors, l'accès à la newsletter certification se fait par quel biais? Alors, nous avons dans Calista, chaque établissement a la possibilité d'avoir 2 administrateurs. Donc, c'est à la main de l'administrateur, en général, le responsable qualité très souvent, et qui a à sa main la possibilité d'ajouter autant qu'il veut de professionnels de son établissement ou de représentants des usagers et de déclarer et leur donner un profil, alors avec des profils un petit peu différents selon lui, soit observateur, soit contributeur. Donc, passez par votre responsable qualité et il vous rajoutera sur Calista, nous aurons votre adresse mail et donc vous pourrez recevoir les newsletters. En termes de timing, est-ce que je peux continuer? Je peux en prendre encore quelques-unes. Pas trop. Ah oui. Comment mettre en place... Ça, je l'ai répondu. Comment mettre en place comment se préparer à ces nouveaux critères par rapport... ces critères modifiés par rapport aux visites? Eh bien... je vous disais tout à l'heure, dès ce soir, vous pourrez... il est en ligne, donc voilà. Vous pouvez télécharger le nouveau référentiel et vous pouvez télécharger les 2 principales fiches pratiques qui notamment vous accompagnent sur les principales créations que sont les critères liés au numérique. Alors, est-ce que les établissements qui ont une 2e visite de certification programmée en début 2024 sont également concernés par ces ajustements? Oui, toutes visites, que ce soit une première ou une seconde visite, sont concernées dès lors que cette date de visite est postérieure au 1er janvier 2024. Ah oui, Loïc, comment un établissement, parce que c'est arrivé, certifié sous condition peut ensuite être certifié haute qualité des soins?
Je le disais tout à l'heure, il y a un délai de 12 mois entre la visite, en général la décision qui apparaît 4 mois après, et une replanification à 12 mois. Donc en réalité, on est quasiment à 16 ou 18 mois, et en 16 ou 18 mois, on peut réussir à faire plein de choses. Déjà, et notamment certaines décisions de certification sous condition qui étaient ciblées sur un point en particulier, un point suffisamment grave pour que la commission justifie d'une certification sous condition, mais un point. Et en réalité, pendant ces 18 mois, c'est des établissements qui avaient beaucoup travaillé sur ce point en particulier et qui, quand les experts sont revenus la deuxième fois, ont fait la démonstration que voilà, sur ce point en particulier, tout était OK. Comme tout le reste était OK autour de la première visite, eh bien, il n'y avait aucune raison de s'opposer à l'attribution de la mention. C'est évidemment beaucoup plus compliqué quand cette décision de certification sous condition, elle est multifactorielle, avec des résultats sur plein de critères impératifs ou non d'ailleurs, qui sont au-delà des attendus. Mais si c'est ciblé sur un point et cette décision, elle repose sur un point immobilier, de pratique, etc., c'est sans doute ça qui explique le fait d'avoir réussi à décrocher la mention en deuxième intention. Et je finirai par un dernier, où là, finalement, vous nous challengez. C'est-à-dire, j'ai une question, pourquoi est-ce que le critère qui prend en considération les risques environnementaux n'est-il pas un critère impératif? Nous l'enregistrons et on verra pour les prochaines évolutions. Eh bien, Anne, vraiment, merci beaucoup. Je cède la parole. Il est 14h25, donc on arrive tranquillement à la fin de ce webinaire. Catherine. Oui, cette dernière question fait justement très bien le lien, puisqu'en fait, ce que je voulais partager avec vous pour terminer, c'est un peu l'état de réflexion, parce que ce ne sont à ce stade que des réflexions, que nous avons sur les perspectives futures. En effet, donc comme vient de vous l'expliquer Anne longuement à propos de l'itération 2024, chaque année, donc, l'AHS actualise son référentiel et ces ajustements sont volontairement d'ordre technique, sémantique ou ciblé, comme l'illustration, par exemple, du système numérique. Mais en 2025, on a une nouvelle étape à franchir parce qu'en 2025, l'ensemble des établissements qui, en fait, donc, sont concernés par une visite de certification auront fait l'objet de cette 5e itération dite 2020, commencée en 2021. Donc en 2025, un nouvel ajustement est envisagé, mais compte tenu des éléments de retour que nous avons aujourd'hui, avec ce recul maintenant de la 1000e visite et donc les éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui, il nous semble donc d'une part que, il ne faut pas remettre en cause complètement le système, mais bien rester dans un dispositif stable par rapport à celui de 2020. Donc nous partons plutôt sur un ajustement et non pas un remaniement de fond. Ajustement avec un maintien de l'équilibre général tant dans les enjeux que dans les ambitions du dispositif. Une structuration du référentiel qui sera donc identique. Les mêmes méthodes d'évaluation qui nous paraissent plutôt bien marcher. Une organisation identique des visites. Des niveaux de décision qui seront similaires, le maintien aussi des principes d'ajustement annuel pour toujours plus de lisibilité, de compréhension et de réactivité par rapport à ce qui est constaté et par rapport à ce qui nous remonte aussi, mais quand même quelques ajustements qui sont envisagés et sur lesquels donc on va approfondir un peu les pistes. D'abord peut-être de nouveaux critères dans une limite de 10% en plus parce qu'il ne faut pas non plus trop alourdir le dispositif, quelques fusions d'objectifs, quelques évolutions de critères, de niveau d'exigence pour certains, donc celui que vous évoquez pourrait éventuellement rentrer dans un débat dans ce cadre-là, ou de la suppression de certains standards dont le score est invariablement à 100%, donc que l'on peut considérer comme acquis et passer à d'autres choses. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous commençons d'ores et déjà à travailler pour être prêts sur cette nouvelle itération pour 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette conférence. Je vous rappelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre encore 1 ou 2 minutes pour remplir le petit questionnaire de satisfaction dont le lien est à votre disposition sur le chat, ça nous aide.
Comme ça a été précisé, donc le référentiel ajusté est en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé, de même que les fiches et les autres outils qui permettent de se l'approprier. Le replay de cette conférence en ligne, le support de présentation seront prochainement disponibles et nous allons également mettre à jour la foire aux questions qui est disponible sur le site, ce qui permettra d'apporter des réponses à des questions auxquelles nous n'avons peut-être pas répondu. Vraiment merci à vous tous. Je pense que donc il y a un maître mot, c'est que toute l'équipe, est à vos côtés pour accompagner cette démarche. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et puis avant de se quitter, je vous propose de partager avec vous une petite vidéo c'est une succession de témoignages d'établissements de santé qui ont été visités et qui partagent leur perception de cette visite de certification. Voilà, on s'arrête sur ces images. Je vous remercie beaucoup. Cette visite s'est très bien organisée, en phase avec une communication positive, dynamique et pédagogique, différente par rapport aux précédentes. J'ai trouvé cette dernière certification la plus proche du terrain. On s'est réintéressé à nos pratiques, on a pris du recul là-dessus, donc c'était assez intéressant. Un peu de stress, forcément, vu que ça reste une certification, donc on sait que la qualité de nos soins qui est questionnée, et donc c'est forcément ça, on l'appréhende toujours un peu. Après, finalement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'on questionne des choses assez naturelles et ce qu'on fait tous les jours. On était très bien accueilli par les équipes du fait d'un changement un petit peu de paradigme avec une certification plus proche du patient, une implication des équipes plus facile et un service plus enthousiaste à évaluer ces pratiques. On a fait ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire on a fait du soin. C'est pas un piège en fait la certification, c'est vraiment pour valider ce qu'on fait bien et pour donner des conseils sur ce qui est mal fait et à refaire et à améliorer. L'impact que ça a eu en fait sur notre activité au quotidien, je pense que c'est vraiment dans l'amélioration de nos pratiques, parce qu'on a vu du coup un peu l'ensemble des acteurs, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tout ce qui est administratif, tout ce qui est pharmacie. Une visite de certification a toujours un impact dans un établissement, avant, pendant et surtout après. On a eu pas mal d'évolutions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'affichage. Pour un exemple concret, les médicaments à haut risque qui sont identifiés. Donc pour nous, infirmières, tout de suite, ça nous fait tilt quand on voit la petite étiquette. On remet en question nos pratiques et je trouve que c'est important, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer dans ce genre de métier. On a vu des évolutions. On était sur des aspects très théoriques il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je pense que la dimension de la dernière certification accompagne les soignants dans cette démarche. Et je crois que ce qu'ils en ont saisi, c'est qu'ils participent aussi à l'amélioration du système de santé, de par cette nécessité de s'adapter aux nouveaux référentiels, aux nouvelles normes. On a travaillé par rapport à l'approche de fin de vie, la fiche de directive anticipée qui a été revue au moment de la certification. L'objectif était de revoir effectivement comment on communique avec le patient pour être plus pertinent dans l'information qu'on va lui donner. Donc bien sûr, on communique les résultats à l'ensemble de l'équipe et puis plus particulièrement, on est retourné voir les soignants qui ont vraiment participé aux évaluations, notamment je pense au traceur ciblé circuit du médicament sur les médicaments au risque, qui est toujours une évaluation un peu appréhendée parce que c'est compliqué. Et puis valoriser le travail qui a été fait, l'investissement au cours de l'évaluation qui reflète encore une fois l'investissement qui est au quotidien. Pour moi, cette certification, c'était juste une confirmation de tout le travail qu'on a fait pendant 4 ans. Parce que là, ce n'est pas au dernier moment qu'on va changer les choses et je pense qu'on fait au quotidien notre démarche qualité. Un conseil à donner pour les autres équipes, soyez vous-même parce que en fait, on a chacun notre façon de travailler qui est liée, je pense, à la structure, petite, grande, et à la géographie là où on travaille. Il faut juste se faire confiance, valoriser le travail au quotidien, ça c'est capital, y croire, et se dire que c'est un chouette moment. Et d'y voir surtout une possibilité d'amélioration dans les soins. On déploie une démarche qualité au quotidien, on en tire des enseignements, mais on ne pense pas à la certification tous les jours, et heureusement. En fait, on montre notre travail qu'on fait quotidiennement. Le but de la certification, pour nous, c'était pas d'inventer des choses, de bien travailler pour la certification, c'était pour montrer qu'on travaille bien au quotidien et que du coup, des gens venaient pour valider ce travail.
finalement c'est pas si terrible que ça, comme on s'imagine. C'est important d'avoir des choses qui nous poussent à réévaluer ce qu'on fait pour faire mieux pour le patient.